Imagine un royaume glacé, où moins 40 degrés Fahrenheit semble une journée clémente, où le vent hurle avec une telle férocité qu'il pourrait geler tes mots avant qu'il ne quitte ton souffle. Au cœur de l'hiver arctique, durant la nuit la plus froide de l'année, les températures peuvent chuter jusqu'à un impitoyable moins 70 degrés Fahrenheit, transformant le paysage en un creuset de glace qui défie l'endurance humaine. Pourtant, les Inuits ne se contentent pas de survivre dans cet environnement brutal. Ils prospèrent, tissant de la chaleur à partir de la glace, du confort à partir de l'adversité et de la communauté à partir de la solitude. Leur secret réside dans une profonde synergie avec leur environnement, perfectionnée au fil des millénaires grâce à des techniques qui entrelacent précision scientifique, sagesse ancestrale et une résilience inébranlable. De la construction d'iglous qui défie le froid à la confection de vêtements qui transforment le corps en un refuge chaud, de l'alimentation par des régimes qui brisent les normes nutritionnelles modernes, à la maîtrise de mouvements subtils qui déjoient le gel, les Inuits ont créé un art de vivre là où la vie semble impossible. Accompagne-moi dans un voyage pour découvrir comment ils transforment les nuits les plus rudes de l'Arctique en un témoignage d'ingéniosité humaine, offrant des leçons qui résonnent bien au-delà de la toundra gelée, nous invitant à repenser notre relation avec le monde naturel et à valoriser la sagesse de ceux qui ont fait de l'impossible un foyer. Construire un igloo n'est pas aussi simple que d'empiler des blocs de neige comme s'il s'agissait de pièces d'un jeu d'enfant. C'est un métier méticuleux, une danse harmonieuse avec la nature, perfectionnée par les Inuits pendant des milliers d'années. Quand j'étais enfant dans le Minnesota, j'ai essayé de construire un fort de neige, mais mon triste tas de neige fondante n'aurait protégé ni un pingouin, encore moins un être humain. Les Inuits, en revanche, transforment la neige en habitation robuste grâce à une méthode qui combine science et art à parts égales. Le processus commence par la sélection de la neige appropriée, dense, compacte, qui ne cède que d'1 ou 2 pouces sous le poids du pied. La neige poudreuse est aussi inutile que du sucre pour un château de sable. Elle s'effrite au moindre contact. À l'aide d'un couteau à neige, traditionnellement taillé dans une corne de caribou ou un os de baleine, bien que les Inuits modernes préfèrent des scies métalliques pour leur précision, ils découpent des blocs mesurant environ 2 pieds de long, 1 pied de haut et 8 pouces d'épaisseur, chacun pesant entre 50 et 60 livres. Ces blocs sont disposés en une spirale ascendante, chacun légèrement incliné vers l'intérieur pour former le dôme emblématique qui définit l'igloo. La précision est cruciale. Un angle mal calculé peut faire s'effondrer toute la structure, comme un puzzle tridimensionnel où l'enjeu est ta survie dans un environnement où le froid peut tuer en quelques minutes. La conception de l'igloo est une leçon magistrale de dynamique thermique, exploitant le principe physique selon lequel l'air froid descend tandis que l'air chaud monte. L'entrée, connue sous le nom de tornac, est un tunnel bas, d'environ 3 pieds de haut et jusqu'à 10 pieds de long, selon le besoin de protection contre les vents hurlants. Ce tunnel agit comme un piège à froid, retenant l'air glacé en dessous de l'espace habitable, ce qui permet à l'intérieur de l'igloo d'être entre 50 et 60 degrés Fahrenheit plus chaud que l'extérieur. À moins 40 degrés Fahrenheit dehors, où les échelles Fahrenheit et Celsius convergent dans leur misère, l'intérieur peut se maintenir entre moins 0 degrés Celsius 10 et 20 degrés Fahrenheit, pas un paradis tropical, mais suffisant pour empêcher tes cils de geler ou ton souffle de former des cristaux dans l'air. La plateforme de couchage, surélevée de 2 pieds au-dessus de l'entrée, est recouverte de peaux de caribou qui isolent du sol gelé, plaçant les occupants dans la zone d'air plus chaude, comme s'ils étaient dans la suite de luxe d'un hôtel de glace, sans le minibar hors de prix. Chaque bloc est façonné avec soin et les interstices entre eux sont comblés de neige meuble pour assurer une étanchéité parfaite. Une étape cruciale que j'ai apprise à mes dépens lorsque mon igloo mal scellé laissait passer des courants d'air glacés, me donnant l'impression de dormir dans une boule à neige pendant une tempête. À l'intérieur de l'igloo, la chaleur des corps humains ou d'un koulik, une lampe à huile traditionnelle alimentée par de la graisse de phoque et munie d'une mèche en mousse arctique, fait fondre une fine couche de neige sur les murs intérieurs. Cette couche se recongèle rapidement en une coquille solide de glace par un processus appelé frittage,
qui renforce la structure au point qu'un constructeur habile peut se tenir debout dessus sans provoquer d'effondrement. Les novices, comme moi lors de mes premières tentatives, finissent souvent avec un tas qui ressemble plus à une sculpture abstraite qu'à un abri fonctionnel. La taille de l'igloo est une considération clé. Un diamètre de 10 à 12 pieds est idéal pour accueillir confortablement 4 à 6 personnes. S'il est trop grand, la chaleur corporelle ne suffit pas à le chauffer, te laissant frissonner dans ce qui ressemble à une patinoire. Un constructeur expérimenté peut ériger un igloo en environ 2 heures, tandis que les débutants pourraient travailler toute la journée, les mains engourdies par le froid et le moral mis à l'épreuve par la frustration. Le processus est physiquement exigeant, un entraînement qui rivalise avec n'importe quelle séance de gym, nécessitant de la force pour soulever des blocs lourds et de la précision pour les aligner parfaitement. Dans l'Arctique, la pratique n'est pas facultative, c'est la survie. La construction de l'igloo reflète une compréhension profonde de l'environnement arctique, un savoir acquis à travers des siècles d'essais et d'erreurs, transmis de génération en génération. Le choix de la neige appropriée n'est pas seulement technique, il nécessite une compréhension intime du paysage, apprise en observant comment la neige se compacte sous différentes conditions climatiques. Les anciens, gardiens de ce savoir, enseignent aux jeunes à distinguer la neige idéale par sa texture et son bruit sous les pieds, un craquement qui signale son adéquation. Historiquement, les igloos étaient de plus que des abris temporaires. Ils étaient essentiels à la survie lors de longs voyages de chasse ou de migration, offrant une protection dans un paysage dépourvu d'abris naturels. Les familles construisaient des igloos ensemble, les enfants apprenant en observant et en aidant, tandis que les anciens racontèrent des histoires d'hivers passés, de chasseurs qui érigèrent des igloos au milieu de tempêtes aveuglantes, leurs efforts constituant un legs qui renforçait l'identité communautaire. Ce processus n'était pas seulement pratique, c'était un rituel, un moment pour partager des connaissances et renforcer la résilience collective face à un environnement implacable. Fasciné par l'architecture glacée des Inuits, abonne-toi à notre chaîne pour plonger davantage dans les techniques de survie et les cultures qui défient l'impossible. Bien, continuons. Si l'igloo est la forteresse, les vêtements inuits sont un bouclier portable contre la fureur de l'Arctique, une merveille d'ingénierie qui transforme le corps en un refuge chaud et mobile. Leur garde-robe, confectionnée à partir de peaux d'animaux, est si efficace que les explorateurs modernes de l'Arctique l'imitent, bien qu'ils parviennent rarement à égaler son élégance ou sa fonctionnalité. La peau de caribou est la pierre angulaire de ce système. Chaque poil creux agit comme un petit tube d'isolation, offrant jusqu'à 5 fois plus de chaleur par pouce que la laine conventionnelle. Un seul centimètre carré de peau de caribou contient environ 19 000 poils, formant une barrière thermique imbattable qui emprisonne la chaleur près du corps, comme une étreinte chaude au milieu de la glace. La moti, ou parka traditionnelle, comporte 2 couches de peau de caribou, une avec les poils tournés vers l'intérieur, capturant l'air chaud contre la peau, et une autre avec les poils tournés vers l'extérieur, repoussant le vent arctique tranchant qui peut couper comme un couteau. Ce design crée un microclimat si efficace que les chasseurs doivent ouvrir des rabats de ventilation pour éviter de surchauffer, même à moins 50 degrés Fahrenheit, une prouesse qui semble impossible jusqu'à ce que l'on comprenne le génie derrière chaque couture. La capuche de la moti est un autre chef-d'œuvre, conçu pour former un tunnel d'air chaud autour du visage, le protégeant de l'air arctique qui brûle les poumons, une sensation semblable à l'inhalation d'éclats de glace. Pour les mères, la capuche inclut un hamout, une poche spacieuse qui garde les bébés confortablement contre leur dos, maintenant une température idéale tout en laissant les mains libres pour des tâches comme coudre, cuisiner ou s'occuper d'autres enfants. Cette ingéniosité n'est pas seulement pratique, elle reflète une compréhension profonde des besoins humains dans un environnement où chaque mouvement doit être efficace. Les bottes kamiks, faites de peau de phoque imperméable avec des semelles en peau de phoque barbu, sont un autre triomphe du design inuit. Légèrement surdimensionnées, elles permettent des couches de chaussettes isolantes faites d'herbes sèches ou de peau, qui absorbent l'humidité pour garder les pieds secs à moins 40 degrés Fahrenheit. Contrairement aux bottes modernes ajustées qui compriment les orteils jusqu'à les transformer en morceaux gelés,
les Kamiks privilégient la fonction à la mode, avec des semelles durables qui adhèrent à la glace et résistent à l'usure, même sur des terrains gelés et déchiquetés. Les moufles, également en peau de phoque avec des doublures en fourrure, gardent les doigts regroupés, bien plus chauds que des gants qui les séparent, imitant les pingouins qui se blottissent pour conserver la chaleur. Chaque vêtement est conçu pour se chevaucher. La parka couvre le pantalon jusqu'aux genoux. Les moufles s'étendent jusqu'aux avant-bras. Et les bottes remontent sur les mollets, formant un joint hermétique contre le froid, qui ne laisse aucun espace pour que le vent s'infiltre. Alors que les vestes synthétiques modernes perdent leur efficacité dans le froid extrême, les peaux inuites deviennent plus efficaces à mesure que les températures chutent, leurs fibres emprisonnant l'air plus fermement en réponse au froid. Confectionner ces vêtements est un art laborieux, imprégné de significations culturelles et pratiques. Les peaux sont soigneusement raclées, étirées jusqu'à atteindre une flexibilité parfaite, et cousues avec des tendons, un processus qui peut prendre des semaines de travail méticuleux. Les femmes, souvent les principales couturières, utilisent des aiguilles en os ou en métal pour créer des points si serrés qu'ils sont presque imperméables, garantissant qu'aucune bouffée d'air froid ne pénètre. Cet artisanat garantit la durabilité, car une seule déchirure pourrait laisser entrer le froid mortel, transformant une erreur en menace pour la vie. La confection des vêtements est un effort communautaire, avec des familles entières travaillant ensemble pour préparer les peaux, une tâche qui renforce les liens familiaux et le respect pour les animaux qui les fournissent. Chaque partie de l'animal est utilisée. La peau pour les vêtements, les tendons pour le fil, les os pour les outils, reflétant une philosophie de zéro déchet à la fois pratique et spirituelle. Avant d'utiliser un animal, il est souvent honoré par des rituels, reconnaissant son sacrifice et remerciant pour sa contribution à la survie de la communauté. Les histoires racontées lors des séances de couture ne transmettent pas seulement des techniques, comme la manière de tanner une peau ou de coudre une couture robuste, mais aussi des valeurs, garantissant que les jeunes générations comprennent non seulement comment fabriquer une parka, mais pourquoi c'est un acte de connexion avec leur culture et leur environnement. Aujourd'hui, certains Inuits intègrent des matériaux modernes, comme du fil synthétique ou des fermetures éclairs. Mais les designs centraux restent inchangés, un témoignage de leur efficacité intemporelle qui surpasse encore de nombreuses solutions modernes. Les explorateurs européens, enveloppés dans des manteaux de laine inadéquats, qui s'imbibaient et gelaient, ont appris à leurs dépens qu'ignorer ces designs était une erreur fatale. Leurs membres gelés contrastaient fortement avec la chaleur et la mobilité des Inuits, qui pouvaient chasser, travailler et vivre confortablement à des températures qui faisaient défaillir même les thermomètres. Les récits d'explorateurs comme ceux de l'expédition Franklin au XIXe siècle illustrent cette leçon. Beaucoup sont morts de froid et de faim, refusant d'adopter les techniques inuites, tandis que ceux qui ont appris des communautés locales, comme l'explorateur norvégien Roald Amundsen, ont survécu et prospéré en adoptant les vêtements en fourrure et d'autres pratiques traditionnelles. Les vêtements inuits ne sont pas seulement une protection, ils sont une extension de leur identité. Chaque point, un rappel de leur connexion à la terre, aux animaux et à leur histoire. Survivre dans l'Arctique exige un four métabolique qui brûle entre 6 000 et 10 000 calories par jour, comparé aux 2 000 nécessaires dans des climats plus doux. Le régime alimentaire des Inuits, riche en graisse de phoque, graisse de baleine et huile de poisson, est un pur carburant, conçu pour soutenir la vie dans un monde où l'énergie est synonyme de survie. Une livre de graisse de phoque fournit 4 500 calories, suffisant pour une journée d'endurance dans le froid mordant. Remplies d'acides gras oméga 3, ces graisses maintiennent les vaisseaux sanguins flexibles, agissant comme un antigel biologique qui prévient l'effondrement circulatoire à des températures extrêmes. Défiant le dogme nutritionnel moderne qui diabolise souvent les graisses, ce régime riche en lipides est corrélé à des taux étonnamment bas de maladies cardiaques chez les Inuits traditionnels, un phénomène surnommé le paradoxe inuit. Leur génétique, évoluée au fil des millénaires, métabolise ces graisses avec une efficacité qui transforme ce qui pourrait obstruer les artères ailleurs,
en énergie vitale pour le corps. La viande crue est une pierre angulaire de ce régime, en particulier le foie de phoque et la peau des mammifères marins. Un morceau de foie de phoque contient plus de vitamine C que 6 oranges, un nutriment crucial dans une terre dépourvue de fruits frais. Manger cru préserve les nutriments que la cuisson détruirait et économise de l'énergie, car allumer un feu à l'intérieur d'un igloo est un défi logistique comparable à apprendre à un ours polaire à jongler. La pratique de consommer de la viande crue suscitait souvent l'étonnement et le dégoût chez les étrangers, en particulier les explorateurs européens du XIXe siècle, qui étaient scandalisés de voir les Inuits manger du foie de phoque non cuit. Cependant, lorsque leurs propres provisions, comme des haricots en conserve, gelaient en blocs solides, beaucoup apprirent à surmonter leur aversion ou faisaient face à la malnutrition. Ceux qui refusèrent, comme certains membres d'expéditions échouées, payèrent le prix ultime, leur corps succombant à la famine, tandis que les Inuits prospéraient. Des aliments comme le kiviak, de petits oiseaux fermentés à l'intérieur d'un sac en peau de phoque, sont un exemple fascinant d'ingéniosité alimentaire. Le processus consiste à remplir des dizaines d'oiseaux hawks dans une peau de phoque scellée, à l'enterrer sous des roches pendant des mois et à laisser la fermentation décomposer les protéines et les graisses en forme plus digestible. Le résultat est un mets riche en nutriments qui soutient les familles pendant les longs mois sombres de l'hiver, lorsque les aliments frais sont presque inexistants. La communauté est au cœur de ce régime. Après une chasse réussie, la proie est partagée entre les membres du groupe, garantissant que les anciens et les enfants reçoivent les nutriments nécessaires pour survivre. Ce partage n'est pas seulement pratique, c'est une pierre angulaire culturelle, renforçant la force collective qui permet aux Inuits de faire face à un environnement où la survie individuelle est presque impossible. Manger de grandes portions de graisse avant de dormir est crucial, car le corps brûle jusqu'à 80% des calories consommées pour rester chaud pendant la nuit. Le repas d'un chasseur peut inclure 2 à 3 livres de viande, dépassant facilement les 3000 calories en une seule fois, une quantité qui ferait pâlir n'importe quel gourou de la santé moderne, mais qui, dans l'Arctique, est aussi essentiel que l'air. Le régime inuit est étonnamment diversifié, bien au-delà des seuls phoques. Les baleines, les caribous, les bœufs musqués, les oiseaux marins, les œufs, les algues et les baies saisonnières comme les myrtilles et les mûres forment un menu varié qui exploite au maximum les ressources de l'Arctique. Chaque aliment offre des avantages uniques. Le sang de phoque, riche en fer, prévient l'anémie. La peau de baleine, connue sous le nom de muktuk, fournit de la vitamine D, cruciale pendant les mois sans soleil lorsque le ciel reste sombre. Et les organes de poisson, comme les yeux et le foie, sont riches en vitamines A et D, essentielles pour la santé immunitaire et la vision dans la pénombre arctique. Les explorateurs européens qui méprisaient ces aliments, s'accrochant à des provisions en conserve qui gelaient en blocs inutiles, mouraient souvent de malnutrition, leur corps incapable de s'adapter au manque de nutriments clés. Leur mort soulignait une vérité dure. L'entêtement ne survit pas dans l'Arctique, mais l'adaptabilité, oui. La préparation des aliments est un art en soi, imprégné de tradition et d'ingéniosité. Le kiviak, par exemple, nécessite une connaissance précise, le nombre exact d'oiseaux, le temps de fermentation correct et un stockage soigneux pour éviter la détérioration. Tout cela a pris des anciens qui ont perfectionné la technique au fil des générations. Les repas sont souvent communautaires, avec des familles réunies autour de la proie pour la dépecer et la partager, un acte qui renforce les liens et consolide l'identité collective. Les festins après des chasses réussies ne servent pas seulement à se nourrir. Ce sont des célébrations, des moments pour partager des histoires de chasseurs qui ont affronté des tempêtes ou traqué des proies pendant des jours, leurs exploits gravés dans la mémoire collective. Le moment des repas est également stratégique. Un gros repas avant de dormir alimente le four métabolique du corps, comme ajouter des bûches à un feu qui doit brûler toute la nuit. Cette stratégie, enracinée dans la nécessité, montre l'habileté des Inuits à transformer la nourriture en subsistance physique et culturelle, leur repas étant un mélange de survie et de rituels qui unit la communauté. Traducción al francés del guión. Cómo los Inuit
Sobreviven a la noche más fría del año sin gas ni electricidad. Continuación. Dans l'Arctique, l'immobilité est une sentence de mort. Le corps humain, confronté à un froid extrême, détourne le sang des extrémités pour protéger les organes vitaux, mais cela laisse les mains et les pieds vulnérables aux engelures, aussi utiles que des bâtons de glace sans intervention. Les Inuits contrebalancent cela par des micro-mouvements constants. Transférer le poids d'un pied à l'autre, fléchir les doigts dans les moufles, ou pivoter légèrement les épaules. Ces actions subtiles génèrent de la chaleur par thermogénèse, un processus où le mouvement musculaire produit de l'énergie thermique, préservant la dextérité et évitant l'hypothermie. À moins 30 degrés Fahrenheit, seulement 30 minutes d'immobilité peuvent faire baisser la température corporelle centrale de 3 degrés, s'approchant dangereusement du seuil d'hypothermie de 95 degrés Fahrenheit. Les chasseurs inuits bougent toutes les quelques minutes, même lorsqu'ils guettent une proie sur la glace, leurs corps engagés dans une danse silencieuse avec le froid qui semble presque instinctive. À l'intérieur de l'igloo, les tâches ne s'arrêtent jamais. Sceller les fissures avec de la neige meuble pour conserver la chaleur, ajuster la flamme du kulik pour optimiser sa chaleur, ou sécher les vêtements pour éviter que l'humidité n'accélère la perte de chaleur. Le kulik, alimenté par de la graisse de phoque et une mèche de mousse arctique, est le cœur du foyer inuit, fournissant lumière et chaleur avec une efficacité qui rivalise avec les thermostats modernes. Une personne expérimentée peut contrôler l'intensité de la flamme en ajustant la mèche avec un petit bâton, maintenant la température intérieure avec une variation de seulement quelques degrés, un niveau de précision qui aurait émerveillé les ingénieurs victoriens. Le kulik sert également à sécher les vêtements, car des vêtements humides, même dans un igloo chaud, peuvent accélérer la perte de chaleur corporelle, invitant l'hypothermie en quelques heures. Ce mouvement constant n'est pas seulement physique, il incarne une philosophie de résilience, une compréhension que l'inactivité est l'ennemi dans un environnement où le froid ne se repose jamais. Les chasseurs inuits sont entraînés dès leur plus jeune âge à équilibrer l'effort et la conservation d'énergie, sachant qu'un excès de mouvement peut entraîner la transpiration, qui, dans l'Arctique, gèle rapidement sur la peau exposée, créant une couche de glace qui vole la chaleur. Les enfants apprennent ces techniques tôt, imitant les changements subtils des anciens pendant de longues attentes sur la glace, leur corps accordé au rythme de la survie. Ce mouvement constant s'étend à la vie quotidienne. Aiguiser des outils en os ou en métal, réparer des traîneaux endommagés par la glace ou préparer des aliments pour le prochain repas, tout cela garantit que le corps ne refroidisse jamais trop. Les histoires de chasseurs légendaires, comme ceux qui ont survécu à des blizzards de plusieurs jours en se déplaçant sans relâche, sont courantes dans la tradition orale inuite, servant de leçon pour les jeunes générations. Ces récits n'enseignent pas seulement des techniques, mais inspirent également un sentiment de fierté et d'endurance, rappelant aux Inuits que leur force réside dans leur capacité à s'adapter et à persévérer. Dormir dans l'Arctique est un acte calculé, pas un simple repos. La plateforme surélevée de l'igloo, couverte de peaux de caribou stratégiquement disposées, avec les poils vers le haut pour capturer la chaleur et vers le bas pour bloquer le froid du sol, place les dormeurs dans la zone la plus chaude, où l'air chaud s'accumule près du dôme. Se blottir en position fétale à côté des membres de la famille partage la chaleur corporelle, créant un microclimat communautaire qui peut élever la température autour des dormeurs de plusieurs degrés, une marge critique dans un environnement où chaque degré compte. Un repas riche en graisse avant de dormir est essentiel, car il maintient le four métabolique du corps allumé pendant la nuit, garantissant que tu ne te réveilles pas avec l'énergie épuisée d'un ours en hibernation, ou pire, que tu ne te réveilles pas du tout. Ce n'est pas seulement du repos, c'est une extension de la survie, chaque détail, de la disposition des peaux à la posture, conçue pour conserver la chaleur et garantir que tu te lèves prêt à affronter une autre journée sur la glace. Les familles dorment près les unes des autres, leur chaleur et leur proximité renforçant les liens émotionnels. Un rappel que la survie dépend autant de la connexion humaine que de la technique. Traditionnellement, les arrangements de sommeil reflétèrent les rôles familiaux, les anciens étant souvent placés dans les endroits les plus chauds, leur sagesse et expérience honorées même dans le repos. Ces pratiques assuraient non seulement la survie physique, mais renforçaient également la cohésion sociale,
avec des familles partageant des histoires chuchotées dans la pénombre de l'igloo, leur voix un fil reliant le passé à l'avenir. Les enfants, blottis contre leurs parents, apprenaient non seulement à rester chauds, mais à valoriser la communauté qui les soutenait, une leçon aussi vitale que n'importe quelle compétence pratique. La survie des Inuits est une leçon magistrale d'harmonie avec la nature, une tapisserie tissée de science, de culture et de communauté qui a résisté à l'épreuve du temps. Leur savoir, transmis à travers des traditions orales et un enseignement pratique, est une archive vivante de résilience, chaque histoire et technique étant une brique dans les fondations de leur culture. Alors que le changement climatique remodèle l'Arctique, faisant fondre la glace, perturbant la migration de la faune et altérant la consistance de la neige, les Inuits s'adaptent avec une agilité qui reflète leur histoire de survie. Des outils modernes, comme des scies métalliques, des tronçonneuses ou des systèmes de navigation par satellite, ont été intégrés à leur pratique, mais les principes fondamentaux restent inchangés. La conception de l'igloo, par exemple, demeure la même, sa structure en spirale aussi efficace aujourd'hui qu'il y a des siècles, capable de résister aux vents hurlants et aux températures qui défient la vie. La communauté est la colonne vertébrale de la résilience inuite. Le partage des aliments après une chasse réussie garantit que personne ne souffre de la faim. Un système qui donne la priorité aux anciens et aux enfants, les membres les plus vulnérables de la communauté. Les histoires racontées pendant ces repas, ou en cousant des parkas ou en construisant des igloos, transmettent des compétences vitales à la prochaine génération, depuis la lecture des motifs de glace pour prédire les tempêtes, jusqu'à la couture de coutures imperméables qui résistent au vent. Dans un environnement où une seule erreur, comme un igloo mal construit ou un vêtement humide, peut être fatale, cette force collective est aussi essentielle que toute technique physique. Les récits oraux préservent également l'histoire inuite, avec des contes d'ancêtres qui ont survécu à des hivers épiques, leurs leçons servant de phare pour ceux qui affrontent les défis du présent. Les défis modernes, comme la pollution industrielle et la perte des habitats de chasse, menacent les pratiques traditionnelles. La glace plus fine rend la chasse plus dangereuse, avec des fissures imprévisibles qui transforment les voyages en risques mortels. Les polluants comme le mercure et les produits chimiques industriels s'accumulent dans les animaux marins, un pilier de l'alimentation inuite, posant des risques pour la santé que leurs ancêtres n'ont jamais affrontés. Pourtant, les Inuits persistent, mêlant tradition et innovation. Certains utilisent des motoneiges pour couvrir les distances plus rapidement, mais s'appuient sur le savoir ancestral pour lire le vent et la glace, des compétences qu'aucune technologie ne peut remplacer complètement. Cette adaptabilité est un témoignage de leur résilience, forgée au fil des millénaires dans une terre qui ne pardonne pas les erreurs. L'approche holistique des Inuits, intégrant abris, vêtements, alimentation et mouvement, montre comment prospérer dans des conditions extrêmes, offrant des leçons précieuses pour un monde confronté à ses propres crises environnementales. Leur philosophie du zéro déchet, utilisant chaque partie d'un animal, de la peau au tendon, pourrait inspirer des pratiques durables à l'échelle mondiale, réduisant le gaspillage dans un avenir où les ressources se raréfient. Par exemple, les communautés modernes pourraient s'inspirer de leur approche pour créer des systèmes alimentaires qui maximisent les ressources locales, ou de leur capacité à construire des abris avec des matériaux disponibles, une leçon pour les régions touchées par des catastrophes naturelles. La résilience inuite résonne également dans un monde confronté au changement climatique, où l'adaptation et la communauté sont essentielles à la survie. L'histoire des Inuits est un phare de résilience humaine, une narration qui brille à travers la nuit sans fin de l'Arctique, illuminant un chemin pour ceux qui affrontent leurs propres défis. Dans une terre où un souffle de vent peut être mortel, ils ne se contentent pas seulement de survivre. Ils s'épanouissent, leur méthode mêlant efficacité et élégance que la technologie moderne peine encore à égaler. Leur héritage nous enseigne à respecter la nature, à valoriser la communauté et à nous adapter avec ingéniosité, des leçons qui transcendent la glace et le froid. En naviguant à travers les défis globaux comme le changement climatique, l'épuisement des ressources et l'incertitude sociale, les Inuits nous rappellent que la survie ne consiste pas à lutter contre le monde, mais à apprendre à y vivre en harmonie avec ses rythmes et ses limites. Leur capacité à faire un foyer dans la glace,
à trouver de la chaleur dans le froid le plus profond, nous inspire à repenser notre relation avec notre environnement, à valoriser la sagesse de ceux qui ont prospéré là où d'autres ont échoué. Leur histoire ne parle pas seulement de survivre à la nuit la plus froide de l'année, mais de transformer l'adversité en un mode de vie, une leçon de résilience qui résonne à travers les cultures, les époques et les frontières, nous invitant tous à être plus ingénieux, plus connectés et plus résilients face à l'impossible. Inspiré par la résilience des Inuits? Partage cette histoire avec un ami qui aime les récits de survie et rejoins notre communauté pour explorer davantage de cultures qui conquièrent l'impossible.